Avant que les hôpitaux n'existent, il existait les jardins. Avant que les laboratoires pharmaceutiques n'existent, il existait les arbres. Avant que l'homme n'invente la médecine avait déjà été inventée pour lui. Il y eut un temps où les prêtres égyptiens, les sages perses, les druides celtes et les guérisseurs mayas partageaient un même secret. Ils ne se connaissaient pas, ils étaient séparés par des océans et des montagnes et des milliers d'années, mais tous arrivèrent à la même vérité. La nature avait déjà créé tout ce dont le corps humain a besoin pour se régénérer. Ce savoir fut gardé dans les temples, transmis à voix basse, réservé aux rois, aux prêtres, à ceux que l'on jugeait dignes de le recevoir. Ce que tu vas entendre cette nuit, c'est ce savoir. 12 fruits, 12 organes, 12 clés de régénération que le monde ancien a protégées et que le monde moderne a oubliées. Le jardin interdit des sages est sur le point d'être révélé. Il suffit d'écouter et de se souvenir de ce que le corps a toujours su. Chapitre 2, fruit 1, la grenade. Dans l'inframonde grec, là où les âmes des morts erraient pour l'éternité, il n'existait qu'une seule loi que personne ne pouvait briser. Quiconque mangeait quelque chose dans le royaume d'Hadès y resterait prisonnier pour toujours. Perséphone, la fille de la déesse des moissons, fut enlevée et conduite dans ce lieu d'ombre. Sa mère, Déméter, devint folle de douleur. Elle cessa de faire pousser les cultures. Le monde sombra dans un hiver éternel. Les humains commencèrent à mourir de faim. Zeus intervint. Il ordonna que Perséphone soit libérée, mais avant de partir, Hadès lui offrit quelque chose. Un fruit rouge, brillant, rempli de graines qui ressemblaient à des rubis. La grenade. Perséphone mangea 6 graines. Seulement 6. Et par ce simple geste, elle scella son destin. Chaque année, elle devrait retourner aux enfers pendant 6 mois. Les Grecs utilisaient ce mythe pour expliquer les saisons, mais l'histoire cachait quelque chose de plus profond, quelque chose que les prêtres des mystères d'Éleusis gardaient secret. La grenade n'était pas seulement un symbole, c'était une médecine, c'était une régénération, c'était le fruit qui reliait la vie à la mort et la mort à la renaissance. Les Égyptiens la connaissaient 1000 ans avant les Grecs. Dans les tombes des pharaons, aux côtés de l'or et des amulettes, les archéologues ont trouvé des grenades, pas des peintures de grenades, des grenades réelles, momifiées, conservées pour le voyage vers l'au-delà. Les Égyptiens croyaient que ce fruit avait le pouvoir de régénérer le corps, même après la mort. Les Perses la considéraient comme invincible. Leurs guerriers mangeaient des grenades avant les batailles. Ils croyaient que chaque graine contenait la force d'un soldat, une armée de graines à l'intérieur d'un seul fruit. Ils gravaient des grenades sur leurs boucliers, sur leurs armures, sur les étendards qui flottaient au-dessus des champs de guerre. La Bible la mentionne comme l'un des fruits de la terre promise. Le Coran la décrit comme un fruit du paradis. Les bouddhistes l'utilisaient comme symbole de l'abondance des enseignements sacrés. Dans chaque culture qu'il a connue, la grenade occupa une place sacrée, pas par hasard, par reconnaissance. Tous voyaient la même chose lorsqu'ils ouvraient ce fruit. Des centaines de graines parfaitement organisées, chacune contenant un liquide rouge comme le sang, chacune brillant comme un bijou. Il était impossible de regarder l'intérieur d'une grenade sans penser à quelque chose de sacré, à quelque chose de conçu, à quelque chose qui portait un but. La science moderne a mis des milliers d'années à découvrir ce que les anciens pressentaient. La grenade contient des punicalines, un composé qui n'existe dans aucun autre fruit avec la même concentration. Les punicalines sont parmi les antioxydants les plus puissants que l'on connaisse. Elles protègent les cellules des dommages, inversent le vieillissement au niveau cellulaire, font exactement ce que les Égyptiens croyaient qu'elles faisaient, elles régénèrent. Mais il y a quelque chose de plus spécifique. La grenade a une affinité particulière avec le sang. Elle améliore la circulation, réduit la pression artérielle, nettoie les artères des plaques accumulées. Comme si ce fruit avait été conçu spécifiquement pour le système circulatoire, comme si son but était de maintenir le sang en mouvement, propre, vital. Les études ont confirmé ce que les Perses savaient sans études. La grenade augmente les niveaux d'oxyde nitrique dans le sang. Cela détend les vaisseaux sanguins. Cela permet au sang de circuler avec moins de résistance. Le cœur n'a pas besoin de travailler aussi dur. Les artères ne durcissent pas aussi vite. Tout le système fonctionne mieux. L'organe que la grenade régénère, ce n'est pas un organe solide, c'est le sang lui-même. Le fleuve qui relie tous les organes. Le liquide qui apporte l'oxygène et les nutriments à chaque cellule. Le fluide qui récupère les déchets et les conduit vers l'élimination. Le sang est le système de transport du corps. Et la grenade est sa médecine spécifique. Les anciens le savaient par l'observation. Ils voyaient que ceux qui consommaient de la grenade régulièrement avaient une meilleure couleur de peau, plus d'énergie, moins de maladies,
vivaient plus longtemps. Ils n'avaient pas de microscope pour voir les cellules. Ils n'avaient pas de laboratoire pour mesurer les antioxydants. Mais ils avaient quelque chose d'aussi précieux. 10 générations d'observations attentives. Des siècles d'attention à ce qui fonctionnait et à ce qui ne fonctionnait pas. La grenade fonctionnait. C'est pour cela qu'ils l'ont placée dans leur temple. C'est pour cela qu'ils l'ont emportée dans leur tombe. C'est pour cela qu'ils l'ont gravée sur leur bouclier. La façon de la consommer est importante. Le jus est puissant, mais les graines entières sont plus puissantes. Mâcher les graines libère des composés que le jus seul ne contient pas. La partie blanche, que la plupart des gens jettent, a aussi des bénéfices. Le fruit entier, avec toutes ses parties, est plus que la somme de ses composants. Un verre de jus de grenade par jour ou une poignée de graines. C'est ce que les anciens consommaient. C'est ce que la science moderne confirme comme une dose efficace. Le premier fruit du jardin interdit a été révélé. La grenade, le fruit du sang, le fruit de la vie qui vainc la mort. Chapitre 3, fruit 2, la figue. Quand Adam et Ève découvrirent qu'ils étaient nus, ils cherchèrent quelque chose pour se couvrir. De tous les arbres du jardin d'Éden, ils en choisirent un. Ils ne choisirent pas des feuilles de palmier. Ils ne choisirent pas des feuilles de figuier. Le texte sacré n'explique pas pourquoi, mais les spécialistes des écritures anciennes se sont toujours demandé ce que cet arbre avait de spécial. Le figuier était l'effet d'arbre du savoir caché. Avant que les Grecs ne philosophent sous des colonnes de marbre, Bouddha atteignit l'illumination sous un figuier. Pas n'importe quel figuier, le Bodhi. Ce nom signifie l'arbre de l'éveil. Siddhartha s'assit sous ses branches, ferma les yeux et ne bougea pas jusqu'à comprendre la nature de l'existence. Les hindous considéraient le figuier comme l'arbre le plus sacré. Ils l'appelaient Ashvata, l'arbre monde, dont les racines poussent vers le haut et dont les branches poussent vers le bas. Un arbre inversé, un arbre qui relie le ciel à la terre, un arbre qui existe entre les mondes. Les Romains fondèrent leur empire sous un figuier. La légende raconte que Romulus et Rémus, les jumeaux fondateurs de Rome, furent allaités par une louve à l'ombre d'un figuier. L'arbre fut appelé Ficus ruminalis et il fut vénéré pendant des siècles. Quand ses branches commençaient à se dessécher, les prêtres paniquaient. Ils croyaient que le destin de Rome dépendait de la santé de cet arbre. Les Égyptiens réservaient les figues au pharaon. La reine Cléopâtre aimait les figues par-dessus tous les fruits. Selon la légende, le serpent qui la tua arriva caché dans un panier de figues. Même dans la mort, ce fruit l'accompagnait. Les athlètes grecs en faisaient un aliment principal. Aux Jeux olympiques antiques, les compétiteurs suivaient des régimes stricts. La figue était au centre de ces régimes. Ils croyaient qu'elle donnait force, endurance et vitesse. Platon les appela la nourriture des athlètes et des philosophes. Pourquoi tant de civilisations vénérèrent-elles le même fruit? Parce qu'elles découvrirent toutes la même chose. La figue n'était pas seulement de la nourriture, c'était une médecine. C'était une régénération concentrée sous une forme douce et sucrée. La figue a une particularité que peu d'autres fruits partagent de la même manière. Elle est extrêmement riche en minéraux dont le corps moderne manque le plus. Cuivre, calcium, magnésium, potassium, fer. 4 minéraux qui soutiennent la structure du corps humain. 4 minéraux que l'alimentation moderne, remplie de produits transformés, fournit à peine. Le calcium de la figue est mieux absorbé que le calcium du lait. Ce n'est pas une croyance ancienne, c'est une mesure moderne. Le corps reconnaît le calcium de la figue comme quelque chose qui lui appartient. Il l'accepte, il l'intègre, il l'utilise pour renforcer ce qui doit être renforcé. Et ce qui en a le plus besoin, ce sont les os. L'organe que la figue régénère, c'est le système osseux, le squelette, la structure qui soutient tout le reste. Les os ne sont pas des pierres mortes. C'est un tissu vivant qui se régénère constamment. Tous les 10 ans, le squelette entier s'est renouvelé. Mais ce renouvellement a besoin de matériaux. Il a besoin de calcium, de magnésium et des autres minéraux que la figue fournit en abondance. Les anciens ne parlaient pas d'ostéoporose. Ils n'avaient pas ce mot. Mais ils voyaient que certaines personnes vieillissaient avec des os solides et que d'autres se courbaient et se brisaient facilement. Ils observèrent, génération après génération, qui gardait sa structure et qui la perdait. Et ils remarquèrent que ceux qui mangeaient des figues régulièrement gardaient le dos droit jusqu'à la fin. La figue contient aussi quelque chose qui aide la digestion, une fibre douce qui n'irrite pas, une fibre qui absorbe l'eau et nettoie les intestins sans violence. Les médecins arabes du Moyen-Âge prescrivaient des figues contre la constipation. Ça marchait alors, ça marche maintenant. De plus, une enzyme présente dans les figues aide à digérer les protéines.
Cela signifie que lorsqu'on mange des figues avec d'autres aliments, tout se digère mieux. Les anciens les mangeaient à la fin des repas abondants, pas comme un dessert, comme une médecine digestive. Il y a quelque chose dans la figue qui calme le système nerveux. Le magnésium qu'elle contient est le minéral de la relaxation. Les muscles contractés par le stress ont besoin de magnésium pour se relâcher. L'esprit qui n'arrive pas à dormir a besoin de magnésium pour s'apaiser. La figue fournit ce magnésium sous une forme que le corps reconnaît et accepte. Les philosophes pensaient mieux sous le figuier. Peut-être que ce n'était pas seulement l'ombre, peut-être que c'était le fruit. La façon de la consommer est simple. Fraîche quand c'est la saison, sèche quand ce n'est pas le cas. Les figues sèches concentrent les minéraux. Elles sont plus puissantes que les figues fraîches en termes de nutriments par gramme. 3 figues sèches par jour apportent une quantité significative de calcium, plus qu'un verre de lait. À jeûne, la figue agit sur le système digestif. Après les repas, elle aide à traiter ce qui a été mangé. Avant de dormir, le magnésium aide à détendre le corps. Le deuxième fruit du jardin interdit a été révélé, la figue, l'arbre du savoir. Le fruit qui soutient la structure du corps humain. Chapitre 4, fruit 3, la datte. Dans le désert, là où rien ne survit, il existe un arbre que les anciens appelaient l'arbre de la vie. Ce n'est pas une métaphore. C'est une description littérale. Les Bédouins traversaient le Sahara à pied pendant des semaines, sans magasin, sans marché, sans rien d'autre que ce qu'ils pouvaient porter. Et ce qu'ils portaient, c'était des dattes, seulement des dattes et de l'eau. Avec cela, ils traversaient le désert le plus hostile. Avec cela, ils conservaient la force de marcher sous un soleil qui tuait ceux qui n'étaient pas prêts. La datte faisait la différence entre la vie et la mort. Les Babyloniens la cultivaient il y a 6000 ans dans les jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde antique. Le palmier dattier y occupait une place centrale, pas pour la décoration, par révérence. Ils croyaient que cet arbre était un cadeau direct des dieux à l'humanité. Le prophète Mohammed rompait le jeûne sacré avec des dattes. Après une journée entière sans manger ni boire, le premier aliment qui entrait dans son corps était la datte. Pas du pain, pas de la viande, pas même de l'eau avant la datte. Cette pratique s'est maintenue pendant plus de 14 siècles. Des millions de personnes rompent encore le jeûne du Ramadan, exactement ainsi, avec des dattes. Pourquoi ? Parce que les anciens savaient quelque chose sur l'énergie, quelque chose que la science a mis des millénaires à comprendre. La datte contient des sucres naturels sous une forme que le corps reconnaît immédiatement. Ce ne sont pas les sucres vides des sucreries modernes. Ce sont des sucres accompagnés de fibres, de minéraux, de tout ce dont le corps a besoin pour les traiter correctement. Quand une datte entre dans le corps, l'énergie se libère de manière soutenue. Il n'y a pas de pic suivi d'une chute. Il y a une élévation graduelle, suivie d'une stabilité. Les Bédouins le savaient sans le formuler. Ils savaient que 3 dattes leur donnaient la force de marcher pendant des heures. Ils savaient qu'ils ne ressentaient pas la baisse d'énergie que d'autres aliments sucrés provoquaient. Ils savaient que la datte était différente, spéciale, conçue pour soutenir la vie dans les conditions les plus extrêmes. La datte contient plus de potassium que la banane. Le potassium est le minéral des muscles. Sans assez de potassium, les muscles se contractent, se fatiguent, ne répondent pas correctement. Les athlètes modernes prennent des suppléments de potassium. Les anciens mangeaient des dattes. Elle contient aussi du magnésium en quantité significative. Le magnésium travaille avec le potassium. Ensemble, ils maintiennent les muscles en activité, le système nerveux apaisé, le cœur battant à un rythme correct. La combinaison des 2 minéraux dans la datte n'est pas une coïncidence. C'est un design naturel parfait. Le fer de la datte combat l'anémie. Les personnes qui se sentent constamment fatiguées, sans énergie, sans force pour faire ce qu'elles veulent faire, ont souvent une carence en fer. La datte fournit ce fer sous une forme que le corps absorbe facilement. 3 dattes par jour peuvent faire une différence dans les niveaux d'énergie en quelques semaines. L'autre organe que la datte régénère est double. Le cerveau et les muscles. Les 2 systèmes qui consomment le plus d'énergie. Les 2 systèmes qui s'effondrent le plus vite quand l'énergie manque. Le cerveau consomme 20% de toute l'énergie du corps, alors qu'il ne représente que 2% du poids. Les muscles consomment de l'énergie à chaque mouvement, à chaque posture maintenue, à chaque battement du cœur. Les 2 ont besoin d'un carburant constant. La datte fournit ce carburant d'une manière qui ne détruit pas, d'une manière qui n'enflamme pas, d'une manière qui soutient au lieu d'épuiser. Les guerriers arabes mangeaient des dattes avant les batailles, pas par rituel, par stratégie. Ils savaient que l'énergie soutenue leur donnait un avantage sur des ennemis qui s'épuisaient. Ils savaient que la datte leur permettait de se battre plus longtemps, de penser plus clairement,
de réagir plus vite. Les étudiants du Coran mémorisaient des textes en mangeant des dattes. Ils croyaient que ce fruit améliorait la mémoire. La science moderne a trouvé que les sucres naturels combinés aux minéraux de la date améliorent effectivement la fonction cognitive. Le cerveau fonctionne mieux quand il reçoit le bon carburant. La façon de la consommer est ancienne et simple. 3 dattes par jour, pas nécessairement plus, pas moins si l'on veut sentir l'effet. 3. C'était le nombre que les anciens considéraient comme optimal. 3 au réveil, ou 3 avant toute activité qui demande de l'énergie physique ou mentale. Avant l'entraînement, la date fournit du carburant aux muscles. Avant l'étude, elle fournit du carburant au cerveau. Avant une journée longue, elle fournit l'énergie qui tiendra jusqu'au bout. Les dates medjool sont les plus appréciées. Grandes, tendres, avec un goût de caramel naturel. C'étaient les dates de la royauté, celles qu'on réservait aux rois et aux sultans. Aujourd'hui, elles sont disponibles pour quiconque les cherche. Le 3e fruit du jardin interdit a été révélé. La date. L'énergie du désert. Le carburant que les ancêtres utilisaient pour survivre là où rien d'autre ne survivait. Chapitre 5, fruit 4, le raisin. Les Grecs lui dédièrent un dieu, pas un dieu mineur, Dionysos, fils de Zeus, né 2 fois, capable de rendre les hommes fous ou de les libérer de la souffrance. Le dieu du raisin était le dieu de l'extase, de la transformation, du franchissement des limites entre l'humain et le divin. Les Romains l'appelèrent Bacchus et construisirent des empires autour de leurs vignobles. Le vin romain voyageait dans tous les coins du monde connu, mais avant le vin, il y avait le raisin, le fruit qui fermente en quelque chose de sacré, le fruit que les empereurs consommaient frais, directement sur la vigne, croyant ainsi capturer sa puissance sans la diluer. Dans la Bible, Jésus le compara à la vie éternelle. « Je suis la vraie vigne », une métaphore choisie parmi toutes les possibles. Il ne se compara pas au blé, ni à l'olivier, ni à aucun autre. Il se compara à la vigne, à la plante du raisin, au son de la terre qui se transforme en autre chose. Les Égyptiens peignaient des raisins sur les murs de leurs tombes. Les pyramides contiennent des images de vignobles, de récoltes, de gens mangeant du raisin sous le soleil du Nil. Ils ne décoraient pas leurs tombes avec n'importe quoi, seulement avec ce qu'ils considéraient essentiel pour l'éternité. Aucun autre fruit n'a été autant vénéré par autant de civilisations. Grecs, Romains, Égyptiens, Perses, Hébreux, chrétiens, des cultures qui n'étaient d'accord sur presque rien, étaient d'accord sur ceci. Le raisin était sacré. Le raisin contenait quelque chose que les autres fruits ne contenaient pas. La science a mis des milliers d'années à découvrir ce quelque chose. Cela s'appelle le resveratrol. Le resveratrol est un composé que le raisin produit pour se protéger quand la plante est sous stress, quand le climat est difficile, quand les champignons menacent. Le raisin produit davantage de resveratrol. C'est son mécanisme de défense, sa manière de survivre à ce qui devrait le tuer. Et quand les humains consomment ce composé, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les cellules humaines activent leur propre mécanisme de survie, comme si le resveratrol envoyait un message au niveau cellulaire. Un message qui dit « Préparez-vous à survivre, renforcez-vous, régénérez ce qui est endommagé ». Le resveratrol active des gènes de longévité. Cela ressemble à de la science-fiction, mais c'est de la science réelle. Il existe dans le corps humain des gènes associés au fait de vivre plus longtemps. Normalement, ils dorment. Le resveratrol les réveille. Il leur dit de s'activer, de faire le travail pour lequel ils ont été conçus. Les études montrent que le resveratrol protège le cœur de plusieurs manières. Il réduit l'inflammation des artères, il empêche les plaquettes de s'agréger et de former des caillots. Il améliore la fonction de l'endothélium, le tissu qui recouvre l'intérieur des vaisseaux sanguins. Comme si cette molécule avait été conçue spécifiquement pour maintenir le système cardiovasculaire en état. L'organe que le raisin régénère, c'est le cœur. Le cœur est tout ce qui le relie au reste du corps. Les artères, les veines, les capillaires qui atteignent la dernière cellule, le système entier qui fait circuler le sang et maintient la vie en mouvement. Les Français boivent du vin tous les jours et ont moins de maladies cardiaques que les Américains. On appelle cela le paradoxe français. Ils mangent du fromage, du beurre, des aliments qui devraient, en théorie, les rendre malades. Mais ils ne tombent pas malades comme on s'y attendrait. Pendant des décennies, les scientifiques cherchèrent l'explication. Ils la trouvèrent dans les raisins de leur vignoble. Mais il n'est pas nécessaire de boire du vin pour obtenir le bénéfice. Le raisin frais contient du resveratrol, surtout le raisin violet, surtout la peau du raisin violet. La couleur sombre indique une concentration élevée de composés protecteurs.
Plus le raisin est sombre, plus sa médecine est puissante. Les graines sont aussi importantes. La plupart les recrachent. Les anciens les mâchaient. Les graines de raisin contiennent des proanthocyanidines, un autre composé protecteur du cœur, un autre cadeau caché que le consommateur moderne jette sans savoir ce qu'il perd. Le jus de raisin noir, non filtré, avec un peu de pulpe, est une médecine liquide. Pas le jus industriel plein de sucre ajouté, le vrai jus, pressé à partir de vrais raisins, sombre comme le sang, épais de ces composés que le traitement industriel élimine. Les moines du Moyen-Âge vivaient longtemps dans leur monastère. Ils cultivaient des vignobles, ils buvaient le produit de leurs vignes, ils mangeaient les raisins de leurs treilles. Pendant que le monde extérieur mourait de peste et de guerre, les moines survivaient décennie après décennie dans leur refuge rempli de raisins. La façon de le consommer est importante. Des raisins violets, avec la peau, avec les graines si possible. Mâcher les graines libère les composés. La peau contient la plus grande concentration de resveratrol. Jeter la peau, c'est jeter la médecine. Une grappe par jour, c'est ce que les anciens consommaient. C'est ce qui maintient le cœur fort, les artères propres, le sang qui circule sans obstacle. Le 4e fruit du jardin interdit a été révélé, le raisin, le fruit des dieux, le protecteur du cœur humain. Chapitre 6. Fruit 5. L'œuf et l'olive. Quand les dieux grecs rivalisèrent pour être le protecteur d'Athènes, la ville la plus importante du monde antique, chacun offrit un cadeau. Poséidon, dieu des mers, frappa le rocher de son trident et fit jaillir un cheval de guerre, magnifique, puissant, symbole de conquête et de domination. Un cadeau digne d'un dieu de l'océan. Athéna, déesse de la sagesse, fit autre chose. Elle toucha la terre doucement, et de cette terre poussa un arbre. Un arbre au tronc tordu, aux feuilles argentées, aux petits fruits verts que personne n'avait vus auparavant. L'olivier. Les Athéniens durent choisir. Ils choisirent l'olivier. Ils ne choisirent pas la guerre. Ils choisirent la paix. Ils ne choisirent la paix. Ils ne choisirent la paix. Ils ne choisirent la puissance de la destruction. Ils choisirent la puissance de la vie. Ils savaient, avec l'intuition des peuples anciens, que cet arbre tordu leur donnerait plus de prospérité que n'importe quelle armée. Et ils avaient raison. L'olive devint le fondement de la civilisation méditerranéenne. Grèce, Rome, Égypte, Phénicie, Carthage. Tous les empires qui dominèrent le monde antique furent des empires de l'olivier. Son huile éclairait les lampes, son fruit nourrissait les soldats, son bois construisait des bateaux, son ombre protégeait les philosophes qui pensaient le monde. Les athlètes olympiques étaient enduits d'huile d'olive, les rois étaient couronnés avec de l'huile d'olive, les morts étaient préparés pour l'au-delà avec de l'huile d'olive. De la naissance à la mort, de la victoire au deuil, l'olive était présente dans chaque moment sacré de la vie ancienne. Dans la Bible, la colombe revint à l'arche de Noé avec un rameau d'olivier, le signe que le déluge était terminé, le signe que la terre redevenait habitable, le signe de paix entre Dieu et l'humanité. Pas n'importe quel rameau, un rameau d'olivier. Le symbole était précis, délibéré. Les Égyptiens importaient de l'huile d'olive de Crète et la considéraient plus précieuse que l'or. Ils l'utilisaient pour préserver les momies. Ils croyaient que l'huile maintenait le corps intact pour l'éternité. Et, d'une certaine manière, ils avaient raison. Les propriétés conservatrices de l'huile d'olive sont réelles, mesurables. Pourquoi tant de civilisations ont-elles révéré le même arbre? Parce qu'elles découvrirent toute la même chose. L'olivier n'était pas seulement de la nourriture, c'était une médecine, c'était une préservation, c'était une longévité sous forme liquide. L'huile d'olive contient des acides gras monoinsaturés dont le corps humain a besoin, mais qu'il ne peut pas produire. Ces acides sont les briques de construction de chaque membrane cellulaire. Chaque cellule du corps humain est enveloppée d'une membrane faite de graisse. La qualité de cette graisse détermine la qualité de la cellule. Mauvaise graisse, cellule malade. Bonne graisse, cellule saine. L'huile d'olive fournit la meilleure graisse qui existe pour construire des cellules. Mais il y a autre chose, quelque chose que la science a découvert récemment et que les anciens savaient sans le nommer. L'huile d'olive contient de l'oléocanthal. L'oléocanthal est un anti-inflammatoire naturel si puissant que les scientifiques l'ont comparé à l'ibuprofène. Quand tu ressens ce picotement dans la gorge en avalant une huile d'olive vierge extra, ce picotement, c'est l'oléocanthal. C'est la médecine qui se fait sentir. Plus ça pique, plus l'essuie est puissante. L'inflammation chronique est à la racine de presque toutes les maladies modernes. Maladies du cœur, diabète, cancer, Alzheimer. Toutes ont l'inflammation comme facteur commun. Et l'huile d'olive combat cette inflammation
à chaque fois qu'on la consomme. Chaque cuillerée est une médecine anti-inflammatoire. L'organe que l'olive régénère, c'est le cerveau. Et aussi la peau, mais surtout le cerveau. Les études montrent que les personnes qui consomment régulièrement de l'huile d'olive ont un risque plus faible d'Alzheimer et de démence. Le cerveau est composé majoritairement de graisse. Il a besoin d'une graisse de qualité pour fonctionner correctement. Il a besoin des acides gras de l'huile d'olive pour garder ses membranes souples, ses connexions actives, sa capacité à penser et à se souvenir intacte. Les populations méditerranéennes qui consomment de l'huile d'olive chaque jour gardent leur lucidité mentale jusqu'à un âge avancé. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence directe de ce qu'elles mangent, de ce qu'elles trempent dans le pain, de ce qu'elles ajoutent à chaque repas. La peau en bénéficie aussi. L'huile d'olive appliquée directement adoucit, protège, régénère. Les femmes grecques l'utilisaient comme cosmétique. Les Égyptiennes la mélangeaient avec d'autres ingrédients pour créer des onguents de beauté. Cléopâtre, célèbre pour sa peau, utilisait de l'huile d'olive chaque jour. La façon de la consommer est importante. Elle doit être vierge extra, de première pression à froid. Les huiles raffinées, traitées, chauffées, perdent leurs composés médicinaux. La vraie huile est celle qui pique dans la gorge, celle qui sent l'herbe fraîche, celle qui a le goût de quelque chose de vivant. Une cuillerée à jeun chaque matin. C'est ce que faisaient les anciens. C'est ce qui commence la journée avec une médecine liquide, entrant directement dans le système. Les olives entières sont aussi puissantes. Elles gardent des composés que l'huile seule n'a pas. Manger des olives, c'est manger le fruit complet avec tous ses éléments intacts. Le 5e fruit du jardin interdit a été révélé, l'olive. Le cadeau d'Athéna, la protectrice du cerveau et la gardienne de la jeunesse. Chapitre 7, fruit 6, la pomme. Les Celtes croyaient que le paradis existait sur une île lointaine, au-delà de l'horizon occidental, là où le soleil s'enfonce dans la mer chaque nuit. Cette île s'appelait Avalon. Le nom signifie l'île des pommes. Pas l'île de l'or, pas l'île des diamants, pas l'île d'un trésor que les humains poursuivent habituellement. L'île des pommes. Voilà ce qu'était le paradis pour les Celtes, un lieu où les pommiers poussaient éternellement et où personne ne tombait malade ni ne vieillissait. Les dieux nordiques avaient leur propre version. À Asgard, le royaume des dieux, il y avait un verger gardé par la déesse Idun. Dans ce verger poussaient des pommes dorées. Chaque fois que les dieux sentaient que le temps commençait à peser sur eux, que l'âge commençait à les rattraper, ils mangeaient une de ces pommes et redevenaient jeunes. Quand le géant Jazi enleva Idun et ses pommes, les dieux commencèrent à vieillir. La panique s'empara d'Asgard. Le tout-puissant Odin commença à montrer des rides. Thor perdit une partie de sa force. Loki dut sauver Idun, non par bonté, mais par désespoir. Sans les pommes, même les dieux mouraient. Les Grecs racontaient les pommes du jardin des Hespérides. 3 nymphes gardaient un arbre de pommes dorées qui accordait l'immortalité. Le jardin se trouvait au bout du monde, protégé par un dragon à 100 têtes qui ne dormait jamais. Héraclès dut accomplir des travaux impossibles rien que pour y arriver et prendre quelques-unes de ses pommes. Pourquoi tant de cultures associèrent-elles le même fruit à la vie éternelle? Des cultures qui ne se connaissaient pas, séparées par des océans et des montagnes et des milliers de kilomètres. Des Celtes en Bretagne, des Nordiques en Scandinavie, des Grecs en Méditerranée. Toutes arrivèrent à la même conclusion sur le même fruit, parce que toutes observèrent la même chose. Elles observèrent que la pomme durait plus longtemps que les autres fruits sans pourrir. Elles observèrent que ceux qui mangeaient des pommes régulièrement tombaient moins malades. Elles observèrent qu'il y avait quelque chose dans ce fruit simple et commun qui n'était ni simple ni commun. La science moderne a découvert ce qu'était ce quelque chose. La pomme contient de la pectine, une fibre soluble qu'aucun autre fruit ne contient avec la même concentration. La pectine a une propriété unique. Elle absorbe les toxines dans l'intestin et les entraîne hors du corps. C'est comme une éponge qui nettoie en passant. L'intestin est là où la santé commence, où se termine. Les médecins anciens le savaient. Toutes les maladies commencent dans l'intestin, disait Hippocrate il y a 2500 ans. La médecine moderne a mis des millénaires à confirmer ce qu'ils savaient déjà. Un intestin propre est la base d'un corps sain. Un intestin sale est la racine de presque toutes les maladies. La pomme nettoie l'intestin à chaque fois qu'on la mange. La pectine balaie. La fibre fait avancer. Les acides naturels désinfectent. C'est comme passer un balai à l'intérieur du corps, comme laver les couloirs par lesquels la nourriture voyage et où les nutriments s'absorbent. Mais il y a plus. La pomme contient de la quercétine, un composé anti-inflammatoire qui a une affinité particulière avec les poumons.
Les personnes asthmatiques qui consomment des pommes régulièrement ont moins de crises. Les personnes qui ont des problèmes respiratoires et qui mangent des pommes améliorent leur capacité pulmonaire. Les deux organes que la pomme régénère sont les intestins et les poumons. Le tube qui traite ce que nous mangeons et les soufflets qui traitent ce que nous respirons. Les deux systèmes qui sont en contact constant avec le monde extérieur. Les deux systèmes les plus exposés aux toxines, aux polluants, à tout ce que le monde moderne jette dans l'air et dans la nourriture. La pomme protège les deux. C'est comme un bouclier qui s'active de l'intérieur. Chaque pomme consommée renforce les défenses des systèmes les plus vulnérables. Le proverbe populaire l'a parfaitement résumé, une pomme par jour éloigne le médecin. Ce n'est pas la sagesse sans fondement des grands-mères. C'est l'observation de milliers d'années condensées dans une phrase simple. La science moderne a publié des études qui confirment exactement cela. Une pomme par jour réduit de manière mesurable le risque de nombreuses maladies. La façon de la consommer est importante. Avec la peau. La peau contient la plus forte concentration de quercétine et d'autres composés bénéfiques. Peler la pomme, c'est jeter la plus grande partie de sa médecine. C'est garder le sucré et jeter le remède. À jeun, elle est plus puissante. Quand l'estomac est vide, la pectine peut travailler directement sur les parois intestinales. Elle n'a pas à rivaliser avec d'autres aliments. Elle peut faire son travail de nettoyage sans obstacle. Les pommes vertes sont plus acides et meilleures pour la digestion. Les pommes rouges sont plus douces et meilleures pour l'énergie. Les deux fonctionnent, les deux nettoient, les deux protègent. Ce qui compte, c'est la constance, une par jour, tous les jours. Comme le faisaient les anciens qui vivaient sans médecin et sans pharmacie, et qui pourtant arrivaient à un âge avancé avec des intestins propres et des poumons clairs. Le 6e fruit du jardin interdit a été révélé, la pomme. Le fruit de l'immortalité, celle qui nettoie les chemins intérieurs du corps. Chapitre 8. Fruit 7. Le citron. Les marins mouraient par centaines lors des longs voyages. Une maladie mystérieuse les consumait lentement. D'abord, les gencives se mettaient à saigner. Ensuite, les dents se desserraient et tombaient. Les vieilles blessures, déjà cicatrisées, s'ouvraient de nouveau, comme si le temps reculait. Les hommes forts qui étaient montés à bord devenaient des ombres d'eux-mêmes, puis mouraient, l'un après l'autre. À chaque grande traversée, le scorbut emportait plus de vie que les tempêtes et les pirates réunis. Les capitaines européens acceptaient ces morts comme inévitables. Le prix de traverser les océans, le coût d'explorer le monde. C'était ainsi, et ce serait toujours ainsi. Du moins le croyaient-ils. Jusqu'au jour où ils observèrent quelque chose d'étrange. Les navigateurs arabes parcouraient les mêmes distances et ne mouraient pas. Leurs équipages arrivaient complets à destination. Leurs hommes ne saignaient pas, ne perdaient pas leurs dents, ne s'affaiblissaient pas mystérieusement. Ils faisaient les mêmes routes, ils affrontaient les mêmes dangers, mais ils ne subissaient pas la même malédiction. La différence se trouvait dans ce qu'ils emportaient à bord. Les Arabes chargeaient des citrons sur leurs navires, pas comme un luxe, comme une nécessité, comme une médecine qu'ils savaient devoir utiliser. Chaque marin recevait sa ration de citrons chaque jour, sans exception. C'était une partie du protocole de navigation, aussi importante que de vérifier les voiles ou de surveiller l'horizon. Les Européens mirent des siècles à apprendre la leçon. Des siècles de mort inutiles. Des siècles à ignorer ce que d'autres cultures savaient déjà. Finalement, au XVIIe siècle, la marine britannique commença à distribuer des citrons et des citrons verts à ses marins. Les morts dus au scorbut disparurent presque complètement. Les Britanniques furent surnommés Limay à cause de cette pratique, un surnom qu'ils portèrent avec fierté, parce qu'ils les gardaient en vie. Mais la connaissance du citron était bien plus ancienne que les navigateurs arabes. Les Égyptiens utilisaient le citron pour purifier le corps 3000 ans, avant l'existence des navires transocéaniques. Ils ne savaient rien de la vitamine C, ils ne savaient rien du scorbut, mais ils savaient que le citron nettoyait, qu'il éliminait quelque chose d'invisible qui rendait les gens malades, qu'il purifiait de l'intérieur vers l'extérieur. Les prêtres égyptiens prescrivaient le citron pour presque tout, pour les fièvres, pour les infections, pour les problèmes digestifs, pour les morsures de serpents. Pour toute situation où le corps semblait empoisonné ou intoxiqué, le citron était le grand purificateur, l'antidote universel. Les Indiens l'appelaient le fruit aux 1000 usages. Dans la médecine ayurvédique, le citron apparaît dans des centaines de préparations différentes pour nettoyer le sang, pour fortifier la digestion, pour éclaircir la peau, pour clarifier l'esprit. Il était si central dans leur système médical qu'il n'y avait pas de maladie pour laquelle le citron ne fasse partie du traitement. Qu'est-ce qui rend le citron si puissant? La réponse évidente, c'était la vitamine C. Le citron contient des quantités énormes de cette vitamine que le corps humain ne peut pas produire tout seul.
La vitamine C est essentielle pour produire le collagène, la protéine qui maintient les tissus du corps ensemble. Sans vitamine C, le collagène se dégrade, les tissus se défont. C'était ça, le scorbut, le corps qui se désassemble, faute d'un seul nutriment. Mais le citron est plus que la vitamine C. Il contient des composés appelés limonoïdes, que la science commence à peine à étudier. Les limonoïdes ont des propriétés que peu d'autres composés possèdent de la même manière. Ils protègent les cellules, ils détoxifient le foie, ils combattent bactéries et virus, avec une efficacité qui impressionne les chercheurs modernes. Le foie a une relation spéciale avec le citron. Le foie est l'organe de la détoxification. Tout ce qui entre dans le corps passe par le foie pour être filtré, traité, nettoyé. C'est l'usine de traitement du corps humain. Et comme toute usine de traitement, il peut être surchargé. Il peut accumuler des résidus. Il peut commencer à échouer si personne ne le nettoie. Le citron nettoie le nettoyeur. L'organe que le citron régénère, c'est le foie. Et avec le foie, tout le système immunitaire. Parce qu'un foie propre signifie un sang propre. Et un sang propre signifie un système immunitaire qui peut se concentrer sur les vraies menaces, au lieu d'être constamment occupé à lutter contre des toxines qui auraient dû être éliminées. L'acidité du citron est trompeuse. Il semble acide, mais il a un effet alcalinisant dans le corps. Cela en surprend beaucoup. Comment quelque chose d'aussi acide peut-il rendre le corps plus alcalin? La réponse est dans la façon dont le corps le métabolise. Les minéraux du citron, après avoir été métabolisés, laissent des résidus alcalins. Le corps devient plus alcalin après avoir consommé du citron, et non plus acide. Et un corps alcalin est un corps où la maladie a du mal à prospérer. Les bactéries nuisibles, les virus, même les cellules cancéreuses préfèrent les environnements acides. Dans un environnement alcalin, elles survivent difficilement. Le citron, paradoxalement, crée cet environnement alcalin où la santé fleurit et où la maladie ne peut pas s'enraciner. La façon de le consommer est ancienne, simple et éprouvée. De l'huisseau tiède avec le jus dit un demi-citron, à jeun. Première chose le matin, avant le café, avant le petit déjeuner, avant toute autre chose. C'est ainsi que les anciens le consommaient. C'est ainsi que le citron peut faire son travail de nettoyage sans interférence. L'eau doit être tiède, pas froide, pas brûlante. L'eau froide contracte les tissus. L'eau trop chaude peut détruire certains composés sensibles. L'eau tiède ouvre les canaux. Elle détend le système digestif. Elle permet au citron d'entrer doucement et de faire son travail. Chaque matin, le foie reçoit son nettoyage. Chaque matin, le système immunitaire reçoit son renforcement. Chaque matin, le corps commence la journée plus propre que la veille. Le 7e fruit du jardin interdit a été révélé, le citron, le grand purificateur, le protecteur que les anciens navigateurs emportaient pour traverser les océans de la vie. Chapitre 9, fruit 8, la papaye. Quand Christophe Colomb arriva sur les côtes du Nouveau Monde, il rencontra des peuples qui le déconcertèrent. Ils n'avaient pas les médicaments européens. Ils n'avaient ni hôpitaux, ni médecins, ni apothicaires comme ceux qui existaient en Espagne. Ils vivaient dans la jungle, entourés de dangers qui auraient tué n'importe quel Européen en quelques semaines. Et pourtant, ils jouissaient d'une santé que les conquérants ne pouvaient pas expliquer. Leur digestion était parfaite. Les Espagnols, habitués aux troubles d'estomac, à la lourdeur après avoir mangé, aux maladies intestinales qui ravageaient l'Europe, observaient avec stupéfaction. Les indigènes mangeaient d'énormes quantités de viande de chasse et de poisson et ne semblaient jamais en souffrir. Leurs estomacs traitaient tous en plainte. Leur corps absorbait les nutriments avec une efficacité qui paraissait surnaturelle. Le secret se trouvait dans un fruit que l'Europe n'avait jamais vu. Les Mayas l'appelaient le fruit des anges. Ce n'était pas une métaphore légère. Ils croyaient que ce fruit avait été envoyé depuis les cieux pour garder l'humanité en bonne santé. Ils le cultivaient dans des jardins sacrés près de leur temple. Les prêtres le consommaient avant les cérémonies. Les guerriers le mangeaient avant les batailles. Les Aztèques le réservaient à la royauté. Dans les banquets de Moctezuma, la papaye occupait une place d'honneur. Tout le monde ne pouvait pas en manger. C'était un privilège de la noblesse, des prêtres, de ceux que l'Empire jugeait dignes de ses bénéfices. Le peuple la voyait, mais ne la goûtait pas. Elle était trop précieuse pour être gaspillée sur des bouches ordinaires. Pourquoi tant de respect pour un fruit? Parce que les peuples mésoaméricains avaient découvert quelque chose que la science mettrait des siècles à nommer. Quelque chose qui faisait de la papaye un fruit différent de tous les autres. La papaye contient de la papaïne. La papaïne est une enzyme digestive si puissante qu'elle peut décomposer les protéines les plus difficiles en quelques minutes.
Elle est si efficace que l'industrie moderne l'utilise pour attendrir la viande. Elle dissout littéralement les fibres protéiques que l'estomac humain met des heures à traiter. Quand les indigènes mangeaient de la viande avec de la papaye, la digestion commençait avant d'arriver à l'estomac. La papaïne commençait son travail dans la bouche, continuait dans l'œsophage. Quand la nourriture arrivait à l'estomac, elle était déjà partiellement digérée. L'estomac n'avait pas à travailler aussi dur, il ne se surchargeait pas, il ne s'enflammait pas. Il ne produisait pas l'excès d'acide qui cause tant de problèmes dans le monde moderne. Les conquérants remarquèrent aussi autre chose. La peau des indigènes, surtout celle des femmes, douce, claire, sont les marques et les taches qui affectaient tant d'Européennes. Les femmes mayas et aztèques semblaient vieillir plus lentement. Leur visage gardait une jeunesse qui déconcertait les observateurs espagnols. Le secret était le même fruit. La papaye ne se mangeait pas seulement, elle s'appliquait directement sur la peau. Les femmes mésoaméricaines utilisaient la pulpe de papaye comme masque. La papaïne, la même enzyme qui digérait les protéines dans l'estomac, digérait les cellules mortes à la surface de la peau. C'était une exfoliation naturelle, un renouvellement constant. La vieille peau se dissolvait et la peau neuve apparaissait. La science moderne a confirmé chacun de ces usages. La papaïne se vend aujourd'hui comme supplément digestif dans les pharmacies du monde entier. Les dermatologues recommandent des produits à la papaïne pour des problèmes de peau. Ce que les Mayas savaient il y a 1000 ans se retrouve maintenant dans des gélules et des crèmes à des prix élevés. Mais il y a quelque chose de plus que les anciens savaient et que peu de gens connaissent aujourd'hui. Les graines de papaye sont médicinales. La plupart les retirent et les jettent sans réfléchir. Mais les guérisseurs mésoaméricains les conservaient soigneusement. Ils les faisaient sécher, ils les broyaient, ils les donnaient à ceux qui avaient des problèmes intestinaux, qui n'étaient pas seulement des problèmes de digestion. Les graines de papaye éliminent les parasites intestinaux. Des études modernes ont confirmé que les graines ont des propriétés antiparasitaires puissantes. Dans les régions tropicales où les parasites sont courants, les graines de papaye restent un remède traditionnel. Elles fonctionnaient il y a 1000 ans. Elles fonctionnent aujourd'hui. L'organe que la papaye régénère, c'est l'estomac, et avec l'estomac tout le système digestif, de la bouche à l'intestin. La papaye adoucit tout le processus. Elle réduit l'inflammation, elle permet aux nutriments d'être absorbés correctement. Elle transforme la digestion, un travail lourd, en un processus souple et efficace. La peau se régénère aussi, de l'intérieur, grâce aux nutriments que la papaye apporte. De l'extérieur, si on l'applique directement. La vitamine A qu'elle contient est essentielle au renouvellement cellulaire de la peau. La vitamine C renforce le collagène qui maintient la peau ferme. La façon de la consommer est importante. À jeun, elle est plus puissante. Quand l'estomac est vide, la papaïne peut agir directement sur les parois de l'estomac. Elle réduit l'inflammation, elle apaise les irritations, elle prépare le système à recevoir les aliments de la journée. Les graines peuvent être mâchées directement. Elles sont piquantes, avec un goût qui rappelle le poivre. Une cuillerée de graines bien mâchées agit comme un nettoyage intestinal. Pas tous les jours. Une fois par semaine suffit pour garder l'intestin libre d'hôtes indésirables. La papaye mûre, à la chair orange vif, est la plus médicinale. Plus elle est mûre, plus la papaïne est active. La papaye verte est utilisée pour cuisiner, mais elle a moins de puissance digestive. La papaye presque trop mûre, celle que personne ne veut acheter au marché, est paradoxalement la plus puissante. Le 8e fruit du jardin interdit a été révélé, la papaye, le fruit des anges. La digestion parfaite que les peuples anciens d'Amérique gardaient comme un trésor. Chapitre 10, fruit 9, la pastèque. En 1922, quand l'archéologue Howard Carter ouvrit la tombe de Toutankhamon, le monde retint son souffle. De l'or partout, des bijoux qui brillaient après 3000 ans passés dans l'obscurité. Le sarcophage le plus élaboré jamais découvert. Des trésors qui valaient plus que ce que la plupart des pays possédaient dans leurs réserves. Mais au milieu de tout cet or, Carter trouva quelque chose qu'il n'attendait pas. Des graines de pastèque, soigneusement conservées, déposées près du jeune pharaon pour son voyage vers l'au-delà. Pas des graines de ni n'importe quelle plante, des graines de pastèque, précisément. Les prêtres égyptiens qui avaient préparé la tombe avec une précision obsessionnelle avaient décidé que le pharaon aurait besoin de pastèques dans l'éternité. Pourquoi ? Les Égyptiens avaient une croyance qui définissait toute leur civilisation. Ils croyaient que la mort n'était pas la fin, mais le début d'un voyage. Un voyage long et dangereux à travers l'inframonde. Un voyage qui exigeait des provisions. Le mort aurait besoin de tout ce dont il avait eu besoin durant sa vie. Mais surtout, il aurait besoin d'une chose,
l'eau. Le voyage à travers l'inframonde était sec et brûlant. Les âmes marchaient dans des déserts éternels, sur des sables qui brûlaient, dans des paysages sans une goutte d'humidité. Sans eau, l'âme se perdrait. Elle se dessécherait. Elle cesserait d'exister. La pastèque était de l'husso sous forme de fruit. Aucun autre fruit ne contient autant d'IVO. 92% de la pastèque, c'est du liquide pur. C'est comme manger de l'eau. C'est comme boire une rivière sous forme solide. Les Égyptiens le savaient. Voilà pourquoi ils en mettaient dans les tombes. Voilà pourquoi ils la considéraient essentielle pour le voyage final. Mais la pastèque n'était pas seulement destinée aux morts. Les vivants en avaient encore plus besoin. L'Égypte est un désert. Le soleil du Nil peut tuer un homme en quelques heures s'il n'a pas d'eau. Les ouvriers qui construisaient les pyramides, les paysans qui cultivaient les rives du fleuve, les soldats qui marchaient sous un soleil implacable, tous dépendaient de l'hydratation pour survivre. La pastèque était leur salut. On pouvait l'emporter au champ. Elle pouvait durer des jours sans pourrir sous le soleil grâce à sa peau épaisse. On pouvait la couper et boire directement dans sa chair rouge. C'était la gourde parfaite, conçue par la nature pour le climat le plus hostile. Les médecins égyptiens découvrirent autre chose. Ils observèrent que ceux qui mangeaient de la pastèque régulièrement avaient moins de problèmes rénaux. Les calculs rénaux, fréquents dans un climat où la déshydratation est constante, étaient rares chez les consommateurs de pastèque. L'urine était claire, abondante. Les reins fonctionnaient sans obstacle. Ce n'était pas une coïncidence. La pastèque contient de la citrulline, un acide aminé que le corps convertit en arginine, qui à son tour produit de l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique détend les vaisseaux sanguins. Il améliore la circulation, il permet au sang d'arriver aux reins avec moins de résistance. Mais plus important encore, la pastèque est un diurétique naturel. Elle fait que le corps produit plus d'urine. Ça peut sembler un inconvénient, mais c'est exactement ce dont les reins ont besoin. Les reins filtrent le sang, ils éliminent les toxines. Ils produisent l'urine. Plus il y a de fluide qui passe à travers eux, plus ils restent propres. Plus l'urine se forme, plus les toxines s'éliminent. La pastèque lave les reins de l'œuf intérieur. Chaque tranche, c'est comme faire passer de l'eau propre à travers un filtre sale. Les déchets sont entraînés, les accumulations se dissolvent. Les petits cristaux qui pourraient devenir des pierres sont expulsés avant de grandir. L'organe que la pastèque régénère, ce sont les reins. Les deux filtres qui nettoient le sang en permanence. Les organes qui travaillent sans repos, en éliminant ce dont le corps n'a pas besoin. Sans des reins qui fonctionnent correctement, les toxines s'accumulent. La pression artérielle monte, le corps s'empoisonne lentement avec ses propres déchets. La science moderne a découvert quelque chose d'inattendu au sujet de la pastèque. Elle contient plus de lycopène que la tomate. Le lycopène est le composé qui donne la couleur rouge à certains fruits et légumes. C'est aussi l'un des antioxydants les plus puissants connus. Il protège les cellules des dommages. Il réduit le risque de certains types de cancers. Il aide le cœur à fonctionner correctement, sur des décennies. Pendant longtemps, la tomate a été présentée comme la meilleure source de lycopène. La pastèque a été ignorée, considérée comme un simple fruit d'été, sans importance médicinale. Juste de l'eau sucrée pour se rafraîchir. Personne ne la voyait comme une médecine sérieuse. Ils se trompaient. La pastèque contient des concentrations de lycopène qui dépassent celles de la tomate. Et ce lycopène vient avec une hydratation parfaite. Il arrive dans un paquet que le corps reconnaît, accepte et utilise efficacement. La façon de la consommer est importante. Seule, la pastèque ne doit pas être mélangée avec d'autres fruits ni avec d'autres aliments. Ce n'est pas une superstition, c'est de la chimie digestive. La pastèque se digère plus vite que presque tout. Si on la mélange avec des aliments qui se digèrent lentement, elle fermente dans l'estomac, elle produit des gaz, elle cause de l'inconfort. À jeun, c'était idéal. L'estomac vide permet à la pastèque de passer rapidement vers l'intestin. L'eau s'absorbe. Les nutriments entrent dans le système. Les reins reçoivent le fluide dont ils ont besoin pour leur nettoyage matinal. La partie blanche entre la chair rouge et la peau verte est elle aussi médicinale. Elle contient la plus grande concentration de citrulline. La plupart la jettent. Ceux qui savent la gardent. Elle est moins sucrée mais plus puissante. Le 9e fruit du jardin interdit a été révélé. La pastèque, l'eau sacrée des pharaons. Le fruit qui lave les filtres du corps humain. Chapitre 11, fruit 10. Le melon. Les empereurs romains avaient un problème qu'aucune armée ne pouvait résoudre. Ils voulaient des melons. Pas n'importe quel melon. Les melons qui poussaient dans les jardins secrets de Perse. Les melons que les rois perses gardaient jalousement dans leur palais. Les melons les plus doux, les plus parfumés, les plus parfaits du monde antique. Rome pouvait conquérir des nations. Elle pouvait asservir des peuples. Elle pouvait prendre l'or de n'importe quelle terre.
mais elle ne pouvait pas prendre les melons de Perse. Elle ne pouvait pas les faire pousser en sol italien avec la même perfection. Il fallait les acheter. Il fallait les importer à des prix qui scandalisaient même les sénateurs les plus riches. Un seul melon persan pouvait coûter le prix d'un esclave, et les empereurs payaient sans hésiter. L'empereur Tibère était accro aux melons. Il exigeait d'en manger tous les jours. Ses jardiniers développèrent des méthodes compliquées pour les cultiver à Rome. Ils utilisaient des charrettes remplies de terre qu'on déplaçait pour suivre le soleil. Ils créaient des serres primitives, maintenant la température exacte dont les melons avaient besoin. Pourquoi une telle obsession? Les Romains croyaient que le melon était la nourriture des dieux. Pas des dieux guerriers comme Mars, des dieux de la beauté et de la jeunesse. Vénus, la déesse de l'amour, était censée se nourrir de melons pour conserver une beauté éternelle. Les fresques romaines la montrent entourée de ces fruits. Le melon était synonyme de tout ce que Rome admirait: luxe, raffinement, jeunesse perpétuelle. Mais l'histoire du melon est plus ancienne que Rome. Les Perses le cultivaient 1000 ans avant l'existence de Rome, dans les jardins suspendus de leur palais, là où l'eau coulait dans des canaux de marbre, là où les fleurs parfumaient l'air. Les melons occupaient des places d'honneur. Seule la famille royale et ses invités les plus distingués pouvaient les goûter. Les Égyptiens les connaissaient aussi. Dans les tombes de la 5e dynastie, il y a plus de 4000 ans, apparaissent des peintures de melons. Les archéologues ont trouvé des graines de melons dans des sites funéraires égyptiens, presque aussi anciens que les pyramides elles-mêmes. Encore une culture qui considérait ce fruit digne de l'éternité. Qu'est-ce que le melon a pour avoir été vénéré par tant de civilisations? Des sabords, les œufs, hydratation. Le melon, c'était 90% d'eau, presque autant que la pastèque. Mais c'était une eau différente. Une eau douce, parfumée. Une eau qui semble nourrir d'une façon que l'eau simple n'atteint pas. Les anciens sentaient cette différence, même s'ils ne pouvaient pas l'expliquer scientifiquement. La différence est dans les minéraux. L'eau du melon est accompagnée de potassium en quantité significative. Le potassium régule l'équilibre des fluides dans le corps. Quand le potassium est suffisant, le corps retient l'eau dont il a besoin et élimine celle qui est en trop. L'hydratation devient efficace. Les cellules reçoivent exactement ce qu'elles demandent. Mais le vrai secret du melon se trouve dans ce qu'il fait pour la peau. Le melon contient de la vitamine A sous forme de bêta-carotène. Le bêta-carotène, c'est le pigment qui donne la couleur orangée à la chair du melon. C'est aussi le précurseur de la vitamine dont la peau a le plus besoin pour se régénérer. La vitamine A est essentielle au renouvellement cellulaire. Chaque jour, la peau perd des millions de cellules. Chaque jour, elle doit produire des millions de cellules nouvelles pour les remplacer. Sans assez de vitamine A, ce processus ralentit. La vieille peau se accumule. La peau neuve n'émerge pas avec la rapidité nécessaire. Le résultat, c'est l'opacité, les rides, le vieillissement accéléré. Les femmes perses le savaient. Célèbres dans tout le monde antique pour leur beauté, les femmes de la cour persane consommaient du melon tous les jours. Pas comme un caprice, comme un rituel de beauté. Elles croyaient que le melon gardait la peau lumineuse, douce, jeune. Elles avaient raison, même sans connaître les vitamines. Le melon profite aussi aux yeux. La vitamine A est cruciale pour la vision. Une carence en vitamine A provoque d'abord la cécité nocturne, puis à terme, la cécité totale. Les peuples qui consommaient du melon régulièrement gardaient une vue aiguë jusqu'à un âge avancé. Les organes que le melon régénère sont la peau et les reins. La peau, grâce à la vitamine A et à l'hydratation profonde qu'elle reçoit. Les reins, grâce à l'effet diurétique doux que le melon produit. Comme la pastèque, le melon pousse le corps à éliminer des liquides et avec eux les toxines que les reins filtrent. Mais il y a une différence importante entre le melon et la pastèque. Le melon est plus doux, son effet diurétique est plus gentil. Pour les personnes aux reins sensibles, qui supportent mal l'action puissante de la pastèque, le melon offre des bénéfices similaires sans l'intensité. Le melon contient aussi des propriétés apaisantes. Les médecins arabes du Moyen-Âge le prescrivaient pour l'anxiété et l'insomnie. Il y a quelque chose dans ce fruit qui détend le système nerveux. Peut-être le magnésium qu'il contient. Peut-être la combinaison de l'hydratation et des nutriments. Peut-être quelque chose que la science n'a pas encore identifié. L'effet est réel, même si l'explication complète reste mystérieuse. La façon de le consommer est importante, seule. Comme la pastèque, le melon doit être mangé séparément des autres aliments. Il se digère vite et ne doit pas être mélangé avec des choses qui se digèrent lentement. À jeun, il est plus efficace. L'aide d'estomac vide permet une absorption maximale. Les nutriments entrent directement dans le système. La peau reçoit sa dose de vitamine A sans concurrence d'autres aliments. La température compte. Le melon frais, tout juste sorti d'un endroit frais, possède des propriétés rafraîchissantes
qui vont au-delà de la température. Il refroidit le système intérieurement. Il apaise l'inflammation. Il réduit la chaleur interne que les médecins anciens associaient au vieillissement. Les empereurs romains payaient des fortunes pour ce fruit. Les rois perses le gardaient dans des jardins secrets. Les femmes les plus belles du monde antique l'utilisaient pour conserver leur jeunesse. Le 10e fruit du jardin interdit a été révélé. Le melon, le mets des dieux, le fruit de la beauté que les cours anciennes protégeaient comme un trésor. Chapitre 12, fruit 11, la prune. Le 11e fruit, la prune. Au cœur de l'hiver chinois, quand la neige recouvre tout et que la mort semble avoir conquis le monde, il se produit quelque chose d'extraordinaire. Le prunier fleurit. Il n'attend pas le printemps. Il n'attend pas que les conditions soient favorables. Pendant que tous les autres arbres restent nus, morts en apparence, le prunier se couvre de fleurs blanches, comme la neige qui l'entoure. Des fleurs parfumées, au milieu du froid qui gèle tout le reste. Les sages chinois observèrent ce phénomène pendant des siècles et y virent une leçon profonde. Le prunier ne cède pas aux circonstances. Il n'a pas besoin que le monde soit doux pour fleurir. Il trouve la force en lui-même pour faire ce qu'il doit faire, peu importe ce qui se passe dehors. C'est les résistances transformées en arbres. Ce était la détermination transformée en fleurs. C'est pour cela que le prunier devint l'un des symboles les plus sacrés de la Chine. Avec le bambou et le pin, il fait partie des 3 amis de l'hiver. 3 êtres vivants qui ne se rendent pas au froid. 3 symboles de la persévérance que les sages chinois admiraient plus que toutes les autres vertus. Confucius parlait du prunier dans ses enseignements. Les poètes de la dynastie Tang lui dédièrent des milliers de vers. Les empereurs plantaient des pruniers dans leurs jardins privés. Les moines taoïstes méditaient sous ses branches, cherchant à absorber quelque chose de sa résistance inébranlable. Mais ce n'était pas seulement l'arbre que les Chinois vénéraient, c'était le fruit. La prune était considérée comme le fruit de la longévité. Les taoïstes, obsédés par la vie éternelle, l'incluaient dans tout leur régime de longévité. Ils croyaient qu'elle contenait la même force qui permettait à l'arbre de fleurir en hiver. Ils croyaient que cette force passait à celui qui la consommait. Les Japonais adoptèrent la même révérence. Le meboshi, la prune japonaise fermentée, est au centre de leur alimentation depuis plus de 1000 ans. Les samouraïs l'emportaient à la bataille comme nourriture et comme médecine. Ils croyaient qu'elle leur donnait force et endurance, qu'elle les protégeait des maladies, qu'elle les maintenait debout, là où d'autres seraient tombés. Les anciens avaient raison. La science moderne dit oui. La prune contient du sorbitol. Le sorbitol est un type de sucre que le corps n'absorbe pas complètement. Il arrive dans le intestin et attire le seau. Cette eau ramollit tout ce qu'elle rencontre sur son passage. Le résultat est un effet laxatif doux, mais efficace. Cela peut sembler peu impressionnant, jusqu'à ce qu'on comprenne une chose fondamentale. La constipation chronique est à l'origine d'innombrables problèmes de santé. Quand les déchets s'accumulent dans l'intestin, les toxines sont réabsorbées dans le sang. Le corps s'empoisonne lentement avec ce qu'il aurait dû éliminer. L'usénergie baisse, la peau devient terne, l'esprit se brouille. Des problèmes qui semblent sans rapport finissent par avoir la même cause, un intestin qui ne se vide pas correctement. La prune résout ce problème naturellement. Pas avec la violence des laxatifs chimiques, pas avec les dommages que ces produits causent à long terme. Avec douceur, avec constance, avec un mécanisme que le corps reconnaît et accepte. Mais la prune fait encore autre chose. Elle contient de la vitamine K et du bore, en quantité que peu d'autres fruits égalent. Ces nutriments sont essentiels pour les os. La vitamine K active les protéines qui déposent le calcium dans les os. Le bore empêche la perte de calcium qui mène à l'ostéoporose. Des études scientifiques ont montré que les pruneaux inversent la perte osseuse. Ils ne la stoppent pas seulement, ils le s'inversent. Des femmes ménopausées qui mangeaient des pruneaux régulièrement montrèrent une augmentation de la densité osseuse. Leurs os devenaient plus forts, pas plus faibles avec l'usage. Cela contredit ce que la médecine conventionnelle considère comme inévitable. L'arbre qui fleurit en hiver produit le fruit qui fortifie les os. Ce n'était pas seulement une poésie, c'est un design naturel. La même résistance que l'arbre montre dans le froid, la prune l'offre à la structure humaine. Les 2 organes que la prune régénère sont les os et les intestins. La structure qui soutient le corps et le tube qui l'alimente. 2 systèmes qui, quand ils échouent, font échouer tout le reste. Sans des os solides, le mouvement devient douleur. Sans des intestins qui fonctionnent, la nutrition devient intoxication. La prune protège les deux. La façon de la consommer est simple et éprouvée par des millénaires. Les prunes fraîches sont délicieuses et bénéfiques, mais les pruneaux concentrent tout. La de fou, sut évapore.
Les nutriments se condensent. Un pruneau contient les bénéfices de plusieurs prunes fraîches dans une seule bouchée. 5 pruneaux par jour. C'est la quantité que les études ont montrée efficace. C'est la quantité que les taoïstes consommaient dans leur pratique de longévité. 5 petits fruits ridés qui contiennent plus de médecine que ce que leur apparence humble laisse croire. À jeun, ils travaillent mieux dans l'œuf intestin. Avant de dormir, ils aident le corps à se nettoyer pendant la nuit. Les samouraïs les mâchaient avant la bataille. Les moines les mangeaient avant de méditer. Les personnes âgées qui en consomment gardent des os forts et un ventre qui fonctionne, pendant que leurs contemporains souffrent de fractures et de constipation. Le 11e fruit du jardin interdit a été révélé. La prune, le fruit de la résistance, l'aliment de ceux qui refusent de se rendre à l'hiver de l'âge. Chapitre 13, fruit 12, la myrtille. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les pilotes britanniques avaient un avantage secret sur les Allemands. Ils voyaient mieux dans l'U-boat-sécurité. Les missions de nuit étaient les plus dangereuses, sans radars sophistiqués, sans les systèmes de navigation que nous tenons aujourd'hui pour acquis. Les pilotes dépendaient de leurs yeux pour trouver la route et l'ennemi. Celui qui voyait le premier tirait le premier. Celui qui voyait mieux survivait. Les Britanniques remarquèrent quelque chose de curieux. Les pilotes qui mangeaient de la confiture de myrtille avant de voler rapportaient une meilleure vision nocturne. Ils distinguaient des objectifs que d'autres ne voyaient pas. Ils réagissaient plus tôt parce qu'ils percevaient plus tôt. La différence était petite, mais en combat aérien, de petites différences faisaient la différence entre la vie et la mort. La Royal Air Force commença à distribuer des myrtilles à ses pilotes, pas officiellement au début. Les commandants ne croyaient pas aux remèdes de grand-mère, mais les pilotes se les passaient de main en main. Ils partageaient le secret qui les gardait vivants. Avec le temps, la pratique devint si répandue que l'armée dut la reconnaître. Mais la connaissance des myrtilles était bien plus ancienne que la Seconde Guerre mondiale. Les Amérindiens les utilisaient depuis des milliers d'années. Ils appelaient la myrtille la baie étoile. Pas pour son goût, pour la forme de sa fleur. 5 pétales parfaits formant une étoile. Les chamans voyaient dans cette forme un signe de pouvoir céleste, un lien entre la terre et les étoiles. Ils utilisaient la myrtille pour tout, pour soigner les blessures, parce qu'ils avaient remarqué que les blessures traitées avec des myrtilles s'infectaient moins. Pour améliorer la vue des chasseurs, parce que les chasseurs qui mangeaient des myrtilles trouvaient plus de proies. Pour fortifier l'esprit des anciens, parce que les anciens qui en consommaient gardaient une mémoire plus aiguë. Les colons européens apprirent des Amérindiens. Les premiers hôpitaux américains utilisaient les myrtilles dans le traitement des blessures. Les marins emportaient des myrtilles sèches dans les longues traversées, sachant qu'elle prévenait certaines maladies. La connaissance indigène entra lentement dans la médecine occidentale, même si elle ne reçut jamais le crédit qu'elle méritait. Qu'était-ce qui rend la myrtille si puissante? La science trouva la réponse dans sa couleur. Le bleu profond de la myrtille vient de composés appelés anthocyanines. Les anthocyanines sont des antioxydants extraordinairement puissants. Elles protègent les cellules des dommages oxydatifs. Elles combattent les radicaux libres qui provoquent le vieillissement et la maladie. Mais les anthocyanines de la myrtille font quelque chose de spécial. Elles traversent la barrière hémato-encéphalique. La plupart des composés que nous consommons ne peuvent pas entrer dans le cerveau. Le cerveau possède des défenses qui bloquent presque tout ce qui circule dans le sang. C'est une protection nécessaire, mais cela signifie que la plupart des antioxydants que nous mangeons n'arrivent jamais là où on en a le plus besoin. Les anthocyanines de la myrtille sont différentes. Elles passent les défenses, elles entrent dans le cerveau. Elles travaillent directement dans le tissu cérébral. Elles protègent les neurones des dommages qui causent le vieillissement cognitif. Elles sont comme des gardes du corps qui réussissent à entrer dans la forteresse la plus protégée du corps. Les études scientifiques ont montré des résultats impressionnants. Les personnes âgées qui consomment des myrtilles régulièrement montrent une meilleure mémoire, une meilleure capacité d'apprentissage, une meilleure vitesse de traitement mental. Elles ne gardent pas seulement ce qu'elles ont. Elles améliorent des fonctions qui sont censées décliner avec l'âge. Les pilotes britanniques avaient raison à propos de la vision. Les anthocyanines agissent aussi dans les yeux. Elles améliorent la circulation dans les petits vaisseaux sanguins de la rétine. Elles renforcent la capacité d'adaptation à l'obscurité. La vision nocturne s'améliore de manière mesurable chez les personnes qui consomment des myrtilles régulièrement. Les 2 organes que la myrtille régénère sont le cerveau et les yeux. Les 2 organes qui traitent l'information du monde. Les 2 organes qui nous permettent de penser, de voir, de comprendre où nous sommes et ce que nous faisons. Quand le cerveau échoue, nous perdons qui nous sommes. Quand les yeux échouent, nous perdons le monde. La myrtille protège les 2. Il existe un autre bénéfice que les Amérindiens connaissaient sans pouvoir l'expliquer. La myrtille prévient les infections urinaires.
Elle contient des composés qui empêchent les bactéries d'adhérer aux parois de la vessie. Les bactéries qui ne peuvent pas s'accrocher sont expulsées avec l'urine. Les infections n'y arrivent pas à s'installer. Cet effet est si bien documenté que beaucoup de médecins modernes la recommandent avant les antibiotiques pour les infections récurrentes. La façon de la consommer est simple, fraîche ou surgelée. Les myrtilles congelées gardent presque tous leurs nutriments. Certaines études suggèrent même que la congélation augmente la disponibilité de certaines anthocyanines. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas en consommer toute l'année, une tasse par jour. C'était la quantité utilisée dans les études. C'est la quantité qui montre des effets mesurables sur le cerveau, sur les yeux, sur la protection du corps. Au petit déjeuner, c'était pratique, sur des flocons thé d'avoine, dans des smoothies, ou seul, comme premier aliment de la journée. Le cerveau reçoit sa protection tôt et la conserve pendant les heures d'activité. Les Amérindiens les séchaient pour en avoir toute l'année. Les pilotes les mangeaient avant les missions les plus dangereuses. Les anciens qui en consomment gardent l'esprit clair, pendant que leurs contemporains le perdent. Le 12e fruit du jardin interdit a été révélé, la myrtille, la baie étoile, la protectrice du cerveau que les ancêtres d'Amérique nous ont léguée. Chapitre 14, conclusion, les 12 clés de régénération. 12 fruits ont été révélés, 12 clés de régénération que le monde ancien a protégées et que le monde moderne a oubliées. Les Égyptiens les plaçaient dans les tombes de leurs pharaons. Les Grecs leur consacraient des dieux et construisaient des temples. Les Mayas les réservaient à leurs prêtres. Les Chinois les incluaient dans leurs pratiques d'immortalité. Les taoïstes les utilisaient pour prolonger la vie. Les Amérindiens les vénéraient comme des cadeaux du ciel. Des cultures séparées par des océans, par des montagnes, par des milliers d'années, arrivèrent aux mêmes conclusions sur les mêmes fruits. Pas par hasard, par observation, par génération d'attention patiente à ce qui guérissait et à ce qui ne guérissait pas, par une sagesse accumulée qui n'avait pas besoin de microscope ni de laboratoire pour être vraie. La grenade pour le sang, la figue pour les os, la date pour le cerveau et les muscles, le raisin pour le cœur, l'olive pour le cerveau et la peau, la pomme pour les intestins et les poumons, le citron pour le foie, la papaye pour l'estomac, la pastèque pour les reins, le melon pour la peau, la prune pour les os et les intestins, la myrtille pour le cerveau et les yeux. La nature avait déjà créé tout ce dont le corps a besoin pour se régénérer. Les anciens le savaient. Et maintenant, ici aussi, on le sait. Le jardin interdit des sages a été révélé.